J'attaque des commentaires sur les devoirs. Comme je viens de les corriger, je suppose que je ne vais pas oublier grand-chose. Ce qui me fait penser que j'ai déjà mis sur YouTube, même si je n'ai pas encore mis le lien, les corrigés des devoirs de la première session, enfin les corrigés, mes commentaires sur les devoirs de la première session sur Whitehead, qui vont être vraisemblablement plus succincts que cela. Je mettrai bientôt les liens à la fois sur Jalon et sur Moodle, puisqu'il me semble qu'au premier semestre j'avais utilisé Moodle, je n'en suis pas sûr. Enfin, là où j'avais mis les cours du premier semestre, je mettrai un enregistrement de mes commentaires sur le devoir, donc sur Whitehead du premier semestre. Mais là, j'attaque donc des commentaires sur le devoir sur Marx que vous aviez à faire à la maison et dont je vous ai renvoyé vos notes et déjà des commentaires ponctuels sur chaque devoir. En fait, peut-être d'ailleurs que ce que je vais dire va largement reprendre ce que j'ai mis sur tel devoir ou tel autre, mais comme tout le monde n'avait pas les mêmes défauts, j'espère néanmoins que ça pourra être un peu utile à tout le monde. Donc je vous avais indiqué que c'était un devoir à la maison et que c'était un devoir conçu pour pouvoir être fait sans avoir besoin d'étudier mon cours, tout en étant en relation avec le thème du cours, c'est-à-dire la pensée de Marx, et que donc il allait faire appel à des éléments de la pensée de Marx que je n'allais pas développer. Il me semble que je vous avais conseillé de les étudier par vous-même dans une version simplifiée. Malheureusement, je ne suis toujours pas arrivé à retrouver les références des bonnes au sens de facile et juste néanmoins, introduction au capital, puisque vous pouviez vous en douter d'après le titre du passage, les éléments de la pensée de Marx qui sont pertinents pour comprendre ce texte, c'est ce qui a trait à sa critique de l'économie politique. Ce sont donc ces réflexions sur l'économie politique et sur le fonctionnement du système capitaliste. Bon, comme certains d'entre vous ne l'ont pas fait et ont essayé de faire le travail sans aucune étude de cette pensée de Marx, parfois avec des résultats acceptables, parfois avec des résultats plus catastrophiques quand vous avez essayé de réinventer par vous-même l'ensemble de la théorie économique. Euh, Vous auriez quand même eu intérêt à lire Marx, à lire les auteurs qu'il critiquait ou à les citer, parce qu'après tout, parfois je me demande s'il ne s'agit pas plutôt de leur conception que de vos purs fantasmes. Mais donc, puisque certaines et certains ne l'ont pas fait, je suis obligé de le faire rapidement ici, en partant, enfin partant, peut-être pas, l'une ou l'un d'entre vous a un peu développé et ce n'est pas forcément mal, donc je vais commencer comme ça, mais insister après sur l'élément qui me semble vraiment important. La,
la spécificité du système capitaliste par rapport au système antérieur où existait déjà la monnaie. Oui, il me semble que quelqu'un m'a dit que la monnaie apparaissait avec le capitalisme. Non, peut-être peut-on considérer qu'il y a déjà des éléments de capitalisme quand apparaît la monnaie, mais la monnaie, le principe d'une unité d'échange, apparaît avant le système capitaliste. Mais en système pré-capitaliste, en ne prenant pas en compte le cas quand même assez important des esclaves, de toutes les personnes qui sont dépendantes d'une autre et qui ne travaillent pas pour elles-mêmes. Donc en prenant la fiction d'un individu libre, cet individu a une marchandise et a besoin d'une autre marchandise. Comme le troc ne marche pas toujours, que parfois des marchandises intermédiaires peuvent être nécessaires, ou que sa marchandise peut ne pas intéresser celui qui a la marchandise dont il a besoin, il y a la mise en place d'un système d'intermédiaire donc qui est l'argent. Et donc le schéma traditionnel, c'est marchandise, argent, marchandise. L'argent n'est qu'un médiateur entre une marchandise et une autre. Mais comme on n'a pas forcément directement un échange de l'argent, la marchandise dont on a besoin, on rentre dans un cycle marchandise, argent, marchandise, argent, marchandise, etc. Donc on a dans une société qui n'est pas encore capitaliste, un cycle qui se met en place, M, A, M', A ou A', M seconde, A' ou A seconde, M, je ne sais plus à combien j'en suis, seconde, etc. Mais dans une vision pré-capitaliste, l'important dans le cycle, le point de départ que l'on distingue et le point d'arrivée que l'on distingue, c'est la marchandise. En système capitaliste, s'opère un déplacement dans le cycle, même si en fait, en tant que cycle, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment de fin. Bon, de temps en temps, on consomme une partie de la marchandise, mais on va aussi avoir d'autres marchandises. Donc, en système capitaliste, l'accent va être mis non plus sur la marchandise, sur les besoins, sur l'usage en tant qu'arrivée et en tant que départ, mais sur l'argent. Ça va être le même cycle, mais on va le considérer du point de vue argent, marchandise, argent, avec l'argent comme point d'arrivée et comme point de départ. Même si je répète, dans un cycle, il n'y a pas vraiment de point d'arrivée et de point de départ, mais on porte son attention sur l'argent. Alors évidemment, si on avait autant d'argent au début qu'à la fin, ça ne serait pas intéressant de passer par l'intermédiaire de la marchandise, mais ce qui se passe, d'ailleurs déjà, me semble-t-il, en système pré-capitaliste, mais là on a fait un pas peut-être déjà vers le capitalisme, c'est que l'argent que l'on a au terme d'un échange, que certains en tout cas ont au terme d'un échange, typiquement les commerçants, et en société pré-capitaliste, est plus important que l'argent que
que l'on a au départ. Donc le cycle n'est pas tant argent, marchandise, argent, AMA, que argent, marchandise, argent, mais A', avec A' supérieur à A. Et on a l'impression, ainsi, on peut avoir l'impression que la marchandise est dotée d'une propriété miraculeuse qui transforme l'argent en plus d'argent. C'est, me semble-t-il, une partie de ce qu'on peut analyser comme étant ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. On fait de la marchandise quelque chose qui a des propriétés extraordinaires. En fait, ce dont le marchand ne se rend peut-être pas compte ou dont il se rend bien compte en société toujours pré-capitaliste, c'est que s'il se retrouve avec plus d'argent au terme de l'échange qu'au début, ce n'est pas simplement dû à une propriété miraculeuse de la marchandise, c'est aussi et surtout parce que dans l'échange, il y a une partie de travail du commerçant. Le commerçant utilise sa force de travail lors du commerce. Mais il n'y a pas que le commerçant qui utilise sa force de travail. Le boulanger qui fabrique des pains utilise sa force de travail. Le cultivateur qui cultive son champ utilise sa force de travail. Celui qui va cueillir des baies sauvages utilise sa force de travail. Le berger, l'éleveur utilisent leur force de travail. C'est-à-dire qu'il y a une marchandise particulière qui, qui me semble partout présente. Je ne me souviens plus exactement. Je dois avouer que je n'ai pas relu le Capital et que j'en parle d'après mes souvenirs. En tout cas, il y a une marchandise largement présente qui est la force de travail, et cette force de travail a une propriété tout à fait particulière qui est pour Marx à la base du système capitaliste. C'est que un être humain consomme moins de force de travail pour reproduire sa vie et donc pour reproduire sa force de travail, qu'il n'utilise de force de travail en une journée. Bon, ceci quand les conditions sont bonnes. On peut imaginer des périodes peut-être où les conditions sont très mauvaises et où un être humain va devoir utiliser plus de force de travail qu'il n'en faut pour reproduire sa force de travail. Ben, dans ces conditions, l'être humain en question ne va pas pouvoir survivre très longtemps, sa force de travail va s'épuiser et il va mourir. Si c'est une situation générale, c'est la disparition de l'humanité. Comme l'humanité n'est pas encore disparue à ce jour, on peut considérer que effectivement Marx a raison. Il ne parle pas au niveau
de l'individu particulier, mais au niveau de la communauté, au niveau de la collectivité, à un niveau moyen qui est le niveau pertinent pour le système capitaliste. Et donc à ce niveau moyen, on a besoin de moins de force de travail, de fournir moins de force de travail pour reproduire sa force de travail d'un jour, qu'on ne peut en un jour dépenser de force de travail. Est-ce que j'ai une feuille blanche à portée de la main sur laquelle je peux écrire? Je vais faire un dessin très grossier. Vous avez ici une journée de... Est-ce que le vert se voit bien? Non, il y a des reflets qui font qu'il ne se voit pas bien. Là, peut-être j'ai l'impression que... Voilà, là comme ça, c'est visible. Je vais essayer de rester dans cette position. Donc, bon, essayez, je n'ai pas à y arriver. Voilà, là le vert me semble à peu près visible. Donc là, vous avez une journée. Pendant une partie de cette journée, l'être humain travaille à reproduire sa force de travail, mais la partie de la journée pendant laquelle il travaille est inférieure à la durée de la journée. Même si vous prenez un temps de repos qui est indispensable, disons à peu près le tiers de la journée, auquel vous ajoutez une partie pendant laquelle l'être humain se nourrit. Il y a une partie de la journée pendant laquelle l'être humain a reproduit sa force de travail, mais peut encore néanmoins consommer sa force de travail. Bon, alors il peut le faire, il pourrait aussi très bien ne pas le faire. Quand vous avez des sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, dans les bonnes périodes, et d'après certains anthropologues, je pense à Marshall Salis et aux analyses de Maurice Godelier, Godelier étant lui-même un marxiste. Donc, on est dans une période relative d'abondance par rapport aux besoins qu'il a. L'être humain n'a pas besoin de travailler longtemps. Il cueille des baies, il chasse de petits animaux peu dangereux, et avec un faible temps d'activité, il se procure de quoi reproduire sa force de travail, et le reste du temps, il peut s'adonner aux loisirs. Je ne sais pas du tout quels sont les loisirs des hommes préhistoriques. Ils font des dessins sur les parois, loisirs artistiques ou peut-être religieux. Je ne sais pas, je dois avouer que je n'ai pas vraiment étudié la question. Salins et Godelier, je les ai lus pour la dernière fois il y a encore plus longtemps que je n'ai lu le Capital pour la dernière fois.
Donc, dans des sociétés primitives, il n'y a pas de sur-travail. Le surtravail va se mettre en place quand on sort de ces sociétés primitives. Par exemple, il me semble, je n'ai pas relu, je le répète récemment, le Capital, mais on peut parler de surtravail pour le travail de l'esclave. Une partie de l'activité de l'esclave doit servir à reproduire sa force de travail, pour autant que le maître veut conserver un esclave opératoire, un esclave en vie, et le reste du temps, c'est tout gagner pour le maître. Le serf travaille une partie de la journée pour reproduire sa force de travail. Le reste du temps, c'est pour le seigneur qui va s'approprier les produits de sa terre. Et il considère que c'est normal, le serf travaille sur sa terre, le serf lui donne les produits de sa terre dont le serf n'a pas besoin. En système capitaliste, la force de travail n'est pas donnée aux seigneurs, elle est vendue aux capitalistes, mais il y a donc un problème qui est en même temps la base du fonctionnement du système de capitaliste sur la répartition du sur-travail. Le capitaliste va dire aux travailleurs, voilà, je vous ai payé pour reproduire votre force de travail par jour, donc tout le temps pendant lequel vous pouvez travailler pendant cette journée, vous me le devez, tout le surtravail est pour moi, et il va tout juste concéder à l'ouvrier le temps au salarié, disons le temps de dormir, le temps de manger assez rapidement, nourrir ses enfants parce qu'il faut quand même permettre la reproduction des prolétaires pour que le capitaliste puisse continuer à augmenter le capital en s'emparant de sur-travail. Bon, d'ailleurs, le travailleur n'a pas besoin de vivre très vieux. Une fois qu'il a produit des enfants qui vont qui vont permettre au capital à nouveau de s'accroître, il peut mourir. Il n'y a pas besoin de retraite. On peut démanteler les systèmes de retraite. Ça ne sert rigoureusement à rien au capital. Donc on peut laisser mourir les personnes âgées. À nouveau, ça ne sert à rien au capital, elles ne sont plus productrices. Et d'ailleurs, on a toujours des gens qui nous tiennent un discours que l'important dans la vie, c'est de travailler, et tant que vous pouvez travailler, vous travaillez, et puis une fois que vous ne pouvez plus travailler, ben, c'est bien dommage. Alors on vous donne vaguement quelque chose pour ne pas vous dire que on vous laisse mourir, mais l'idée c'est vraiment que vous allez mourir, peu importe, puisque vous ne produisez plus de capital. De la même façon, l'éducation pour celui qui va être amené à travailler de ses mains, ce n'est pas forcément utile, c'est un luxe. Donc, on n'a pas besoin de donner des études approfondies aux enfants, peut-être leur apprendre à lire, parce qu'il faut parfois qu'ils lisent
les instructions des outils qu'ils auront à manipuler, mais après tout, ce n'est même pas certain. On peut, euh, on peut leur faire apprendre par d'autres. Donc là, vous avez un capitalisme poussé vraiment à l'extrême, le rêve du capital, plus que du capitaliste, parce que le capitaliste lui-même n'est qu'un outil au service du capital, un outil privilégié par rapport à cet autre outil qu'est le prolétaire, qu'est le travailleur, qu'est l'ouvrier, mais c'est lui-même aussi néanmoins un outil. Simplement pour que cet outil euh, tienne bien sa fonction d'exploiter les autres, il vaut mieux que lui-même ne soit pas trop exploité, qu'il y trouve son avantage, qu'il trouve son avantage dans cette place de rouage qu'il a lui aussi au service du capital. Mais il y a ce but qui est celui du capital plus que du capitalisme, c'est-à-dire que c'est le but d'une certaine organisation capitaliste de la société. Ce n'est pas comme ça parce que les capitalistes sont des méchants qu'il faudrait tuer. C'est caractéristique de l'organisation capitaliste de la société. Il faut utiliser au maximum la différence qu'il y a entre la durée de la journée pendant laquelle le travailleur reproduit sa force de travail et la durée de la journée qu'il lui faut pour dépenser cette force de travail. D'où la lutte des classes. Le capitaliste, en tant qu'agent du capital, tient sa place dans cette lutte en essayant de pousser au maximum la partie de la journée pendant laquelle le travailleur travaille. Le travailleur, lui, voit bien qu'il a des choses plus intéressantes à faire que euh, que travailler et surtout un travail qui n'est pas pour lui, un travail qui n'a absolument aucun sens et qui perd de plus en plus de sens en système capitaliste. Quand l'esclave était dépossédé de ce qu'il produisait, il voyait quand même ce qu'il produisait, il le percevait en tant qu'objet utile. Quand le serf est dépossédé de sa production, il l'aperçoit quand même en tant qu'objet utile. Quand le prolétaire est dépossédé de sa production, en système capitaliste, il ne voit plus l'objet qu'il produit. D'ailleurs, avec le développement du système capitaliste, il ne produit plus un objet, il ne produit qu'une partie infime d'un objet. Tout ce qu'il perçoit, c'est l'argent qu'il contribue à produire. Son travail est un travail qui devient de plus en plus abstrait, qui perd de plus en plus de sens et qui effectivement a beaucoup moins de sens que le travail de l'esclave. Produire de l'argent, produire une valeur abstraite avec un travail abstrait, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Ce qui d'ailleurs n'est pas simplement un défaut du capitalisme, ça fait partie en fait des vertus étrangement du système capitaliste pour Marx par rapport aux systèmes qui l'ont précédé. Dans les systèmes pré-capitalistes,
il y avait un certain enchantement des relations humaines. Le maître pouvait être un bon maître, le seigneur pouvait être seigneur de droit divin. D'ailleurs, même dans les premières périodes du capitalisme, celles que chantent les penseurs réactionnaires capitalistes qui n'ont pas compris que ce n'est qu'une étape et que ça ne peut pas durer, il peut y avoir des relations humaines entre le capitaliste et ses employés. Donc on est dans une société enchantée, on est dans une société ensorcelée. D'une certaine façon, il y a il peut y avoir, il n'y a pas toujours, il y a des propriétaires d'esclaves qui sont absolument ignobles, mais un propriétaire d'esclaves n'est pas forcément ignoble, même un bon propriétaire d'esclaves est néanmoins propriétaire d'esclaves, mais il y a des relations enchantées, ensorcelées entre le maître d'esclaves et son esclave, entre le serf, entre le suzerain, pour reprendre le même ordre, et entre le suzerain et son serf, voire même entre le petit capitaliste et son salarié. L'une des vertus du développement du capitalisme, c'est que ce développement du capitalisme enlève, désensorcelle, désenchante le monde. Je commente un peu Marx avec des termes de Weber, mais il me semble que là-dessus, ils vont dans le même sens, même si les analyses ne sont pas exactement les mêmes. Il y a un désenchantement du monde que produit le capitalisme, et ça, pour Marx, c'est d'une certaine façon une qualité. Il peut y avoir de bons propriétaires d'esclaves, est imaginable une situation dans laquelle il n'y a que de bons propriétaires d'esclaves. Après tout, il me semble que les propriétaires d'esclaves deviennent vraiment ignobles au moment de la traite des Noirs, c'est-à-dire au moment où l'esclavage rentre dans un des schémas du développement du capitalisme, au moment où l'esclavage rentre dans le cadre du travail abstrait du capitalisme. Donc c'est le capitalisme qui fait perdre toutes les vertus que l'on pouvait imaginer pendant un temps à l'esclavage, toutes les vertus que l'on pouvait imaginer pendant un temps au servage. Le capitalisme fait perdre les riches couleurs qui masquaient les chaînes qui enchaînaient les êtres humains, qui faisaient le travail le plus immédiat, le plus concret dans les sociétés antérieures au système capitaliste, noie tout, pour reprendre une formule de Marx, dans les eaux glacées du calcul égoïste, et les travailleurs en viennent à prendre conscience en système capitaliste qu'ils sont enchaînés, alors qu'ils n'avaient pas forcément cette conscience auparavant. Bon, Marx écrit à une époque où ne se sont pas encore développés des médias qui peuvent servir à masquer aux travailleurs le fait qu'ils sont enchaînés, où il y a peut-être la religion, mais ça j'y reviendrai en cours, qui masque ce fait, mais le rôle de la religion est nettement plus complexe
que celui de simple masque jeté sur l'exploitation capitaliste. Après tout, d'ailleurs, il me semble que la religion diminue plutôt, la religiosité diminue en système capitaliste. Bon, ce n'est pas évident, il faudrait faire des études sociologiques précises. Ce n'est pas la question pour l'instant. La question, c'est ce dont je me suis peut-être un peu trop éloigné, c'est donc cette importance du surtravail. Et donc je disais, la lutte des classes, c'est la lutte entre les capitalistes représentants du capital pour amener les travailleurs à produire plus de surtravail, à travailler plus longtemps, et les travailleurs qui, eux, essaient au contraire de travailler moins de temps pour avoir plus de temps libre. Ce surtravail qui apparaît vers la fin du texte, mais le mot apparaît vers la fin du texte, mais l'idée en fait sert aussi à comprendre le texte dès le début. Ce surtravail, l'appropriation de ce surtravail par le capital, j'insiste, c'est bien plus par le capital que par le capitaliste. On pourrait imaginer un système capitaliste avec des capitalistes parfaitement vertueux qui ne mettraient pas la main sur quelque partie que ce soit du surtravail. Ce serait, enfin, un peu pour survivre eux-mêmes, mais qui se feraient d'aussi mauvaises conditions que celles qu'ont les prolétaires. Ça n'en serait pas moins, néanmoins, un système capitaliste. Donc le système capitaliste fonctionne comme ça sur l'appropriation du surtravail, ce qui donne de la valeur, ce qui permet à une marchandise de passer d'une quantité d'argent A à une quantité d'argent A', c'est que en fait cette marchandise est produite avec du travail humain, et c'est la différence de force de travail qui s'investit dans la marchandise qui permet de passer d'une quantité d'argent à une quantité d'argent supérieure par l'intermédiaire de la marchandise, c'est-à-dire que c'est le surtravail qui permet au capital de s'accroître, la base du développement du système capitaliste, la base du développement du capital, c'est donc ce que Marx appelle ici, dans la fin du texte, désolé, ce n'est pas très linéaire, mais il me semble que c'est nécessaire de commencer vraiment par expliquer ce qu'est le surtravail pour pouvoir comprendre le texte. Bon, si vous l'avez lu par vous-même, vous n'aviez pas besoin de longuement l'expliquer. Donc le système capitaliste fonctionne sur ce que Marx appelle ici, adoptons le point de vue des travailleurs, adoptant le point de vue des prolétaires, ceux qui sont dépossédés de leur outil de travail, le vol du temps de travail d'autrui. On prend une partie du temps de travail du travailleur pour la mettre au capital, ou pour se l'approprier à soi-même, c'est du vol dans les deux cas. Ici, parler de vol, c'est un jugement moral, c'est un jugement éthique, ou c'est peut-être un jugement politique, où Marx donc adopte le point de vue du prolétariat, adopte le point de vue des travailleurs. Il me souvient d'autres textes
je le répète, je n'ai pas relu récemment Le Capital, donc je suis incapable de vous donner les références précises, où il parle vraiment de deux logiques différentes. Ce qui est vol du temps de travail du point de vue du prolétaire ne l'est pas du point de vue du capital, et ne l'est pas du point de vue du capitaliste en tant que agent, serviteur du capital. Donc, ou bien on porte un jugement moral, un jugement politique, en adoptant la position du prolétariat, et on voit un vol du temps de travail, mais on peut aussi voir les choses parfaitement froidement, voir qu'il y a là-dedans deux logiques qui s'affrontent, et si on ne prend pas la perspective historique et éthique d'une société libérée qui est celle que prend Marx, on n'a pas de raison de privilégier l'une de ces logiques à l'autre. Et on peut même adopter la position du capitaliste. Ben non, c'est normal, il a été payé pour sa force de travail, il faut qu'il la donne jusqu'au bout. Ici, Marx a une position qui est une position engagée quand il parle de vol du temps de travail. Et donc le vol du temps de travail, cette production du surtravail, c'est la base de la richesse au système capitaliste. Il est intéressant de remarquer qu'ici, il parle de richesse tout court, alors qu'au début du texte, il parle de richesse vraie, et un peu plus loin de richesse réelle. Il me semble que cette base actuelle de la richesse est à la fois une base actuelle de la richesse actuelle, de la richesse capitaliste et de la richesse vraie, de la richesse réelle, qui, me semble-t-il, contrairement à ce qu'ont compris certaines et certains d'entre vous, n'est pas la richesse capitaliste. La richesse vraie, la richesse réelle, c'est au contraire, me semble-t-il, précisément celle qui n'est pas avant tout la richesse capitaliste. La richesse actuelle, la richesse capitaliste, c'est la richesse monétaire, c'est la richesse abstraite, c'est la quantité d'argent, la quantité de monnaie, la quantité de capital. Cette richesse-là est la richesse importante pour le capitalisme, puisque c'est précisément ce capital qu'il s'agit de développer, que le mouvement du capitalisme développe, mais ce n'est pas la richesse réelle. Il y a un texte qui circule assez souvent sur Facebook attribué à je ne sais quel chef indien, et je crois qu'en fait c'est l'invention d'un missionnaire, mais peu importe, qui permet bien de faire la distinction entre la richesse réelle et la richesse actuelle. Quand les humains auront détruit le dernier arbre, détruit la dernière plante, détruit les derniers animaux, ils se rendront bien compte que l'argent ne se mange pas. La richesse actuelle, la richesse capitaliste, c'est cet argent qui ne se mange pas, ce n'est pas une richesse réelle. La richesse réelle, c'est la richesse qui se mange, qui se boit, qui permet de s'habiller, mais pas seulement, parce que l'être humain n'est pas un simple animal
je me rends compte que j'introduis ici une dichotomie entre l'animal et l'humain qui ne me semble pas satisfaisante. Disons que la société humaine est quand même plus complexe que les sociétés animales. Les êtres humains ont aussi des productions spirituelles que vraisemblablement les animaux non humains n'ont pas. Marx écrit quelque part que la différence entre l'abeille la plus adroite et l'architecte le plus mauvais, c'est que l'architecte, avant de réaliser sa mauvaise construction, a néanmoins un projet quant à la réalisation de ce qu'il va construire, alors que l'abeille ne l'a pas, elle construit de manière tout à fait mécanique. Ça, il me semble que c'est vrai, mais je me trompe peut-être, je n'ai pas bien étudié les textes récents d'éthologie. Donc, les productions humaines sont aussi des productions de l'esprit, et pour Marx, en fait, c'est clair à la fin du texte, ces productions de l'esprit font partie aussi de la richesse vraie. Sinon, il ne serait pas intéressant de dire, de permettre un libre épanouissement de l'individu qui favorisera le développement artistique, scientifique, etc. de chacun. La richesse vraie, c'est une richesse, j'allais dire, qui n'est pas quantifiable, mais en fait le système capitaliste arrive à rendre tout quantifiable, mais la richesse vraie, c'est une richesse qui, disons, est difficilement quantifiable. Et en ce sens, les richesses spirituelles, qui sont plus difficilement quantifiables que les richesses matérielles, font encore plus partie de la richesse vraie. Mais le système capitaliste produit à la fois de la richesse capitaliste, de la richesse abstraite, du capital abstrait, et parfois, pour ça, il est amené à produire aussi. Là, on a peut-être à nouveau une influence hegelienne chez Marx, c'est les ruses de la raison. Le capitalisme ne vise pas à l'épanouissement de l'individu. D'ailleurs, il contribue au contraire à aller à l'encontre de l'épanouissement de la plupart des individus. Donc le capitalisme ne vise pas à l'épanouissement des individus. Le capitalisme ne vise pas à produire des objets qui sont nécessaires au développement des individus, mais parfois, pour accroître le capital, il le fait. Prenons un exemple dont je ne suis pas sûr qu'il soit très heureux, parce que les téléphones portables peuvent être dangereux, et sans doute le deviennent de plus en plus au fur et à mesure que l'on passe de génération en génération. La 5G, même la 4G, voire peut-être la 3G, je ne sais pas trop quelle année l'intérêt. Après tout, avec les premiers téléphones portables, avant ces développements qui sont de plus en plus dangereux, on pouvait déjà, bien sûr, se téléphoner, mais on pouvait même consulter son courrier électronique sur Internet, ce qu'on ne peut pas plus faire maintenant, parce qu'avec le développement des capacités de transport, on fait aussi des programmes de plus en plus lourds, des messages de plus en plus lourds. Mais il me semble clair, c'est quelque chose sur quoi je reviendrai, que pour Marx, la communication entre les êtres humains contribue
à l'accroissement de leur humanité. Plus nous sommes en liaison avec d'autres êtres humains que nous reconnaissons comme des êtres humains, plus nos relations humaines sont nombreuses et riches. Alors on peut peut-être contester la richesse des relations humaines sur Internet, mais ça précisément c'est peut-être lié au développement des générations successives. Je ne dis pas que la 3G, la 4G, la 5G en attendant qu'on nous impose la 6G sont bonnes. Je dis que à la base, le téléphone portable me semble être, du point de vue de Marx, une contribution à la richesse vraie, parce que à la base, il accroît les possibilités de communication entre les êtres humains, et il accroît donc l'humanité des êtres humains. On a donc ici quelque chose qui est véritablement une qui est la création. Avec les premières générations de téléphones portables, on a la création d'une richesse vraie. Cette richesse vraie n'a pas tant été créée parce que c'était une richesse vraie que parce qu'elle permettait au capitalisme de s'accroître. Elle permettait au capital de s'accroître. Elle crée un nouveau marché, elle crée de nouveaux besoins, elle crée donc de nouveaux moyens de dépenser le capital. Donc la richesse vraie peut être la richesse actuelle, mais n'est pas la richesse actuelle. Simplement, le capitalisme permet, donc je disais, ruse de la raison hegelienne, pour développer cette richesse abstraite qui n'est pas une richesse vraie. Il a besoin de temps en temps de développer de la richesse vraie. Si les hommes des sociétés, les humains des sociétés de chasseurs-cueilleurs avaient été véritablement, me semble-t-il, en permanence dans une société d'abondance, ils n'auraient pas eu, analyse de Salins et de Godelier, ils n'auraient pas eu ils n'auraient pas eu besoin de sortir de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles ils vivaient. On serait toujours dans un état très loin d'être un état capitaliste. On n'aurait pas de téléphone portable. On n'aurait pas la Joconde. Certes, on aurait des gravures rupestres qui sont peut-être tout aussi intéressantes que la Joconde. On n'aurait pas les Misérables de Victor Hugo. Bon, on aurait peut-être encore l'Iliade et l'Odyssée. On aurait peut-être des œuvres de fiction dites par des conteurs qui sont d'une aussi grande valeur, mais il me semble néanmoins qu'il manquerait des richesses vraies qui ont été produites par hasard. Donc si on voit les choses d'un point de vue hegelien, ruse de la raison, c'est dire que ce n'est pas tant un hasard que ça, c'est une ruse de l'esprit pour se développer, pour prendre conscience de lui-même sans qu'il en ait véritablement conscience. Quand on est matérialiste comme Marx ou comme moi, on dit simplement que c'est un sous-produit
un sous-produit non voulu qui se retrouvait être heureux du capitalisme, développement des sciences, développement des arts, des sciences peut-être plus que des arts, parce que les arts préexistaient au capitalisme. Il est discutable que les sciences, il est discutable qu'une compréhension scientifique du monde ait préexisté au capitalisme, et il n'est pas évident que cette création aurait pu exister sans le capitalisme. Mais il n'y a pas dans cette richesse vraie que les créations spirituelles. On peut considérer qu'un certain nombre de créations matérielles qui ne sont pas nécessaires à la survie, mais qui sont utiles pour une vie pleinement humaine, font partie aussi de la richesse vraie. La grande cuisine n'était vraisemblablement pas concevable dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. C'est parce que l'on produit au-delà du nécessaire à la survie que l'on peut avoir des productions, y compris matérielles, qui contribuent à la richesse de l'humanité. Donc la richesse capitaliste de l'humanité comme la richesse vraie de l'humanité sont produites par le travail humain, et en fait d'une certaine façon sont produites aussi par le surtravail, même si Marx emploie la formule ne s'opérant plus au profit du surtravail, parce qu'en fait pour qu'il y ait surtravail au sens précis où Marx l'entend, il faut vraiment qu'il y ait cette extorsion du travail, au-delà du travail nécessaire, qui est opéré dans le cadre du système capitaliste. Par ailleurs, Marx considère que l'activité humaine est un besoin des êtres humains. Et il n'y a pas que Marx qui le considère, même Lafargue, qui est le gendre de Marx, qui a écrit cet immortel ouvrage qu'est le droit à la paresse, Lafargue défend l'idée que la paresse, ce n'est pas ne rien faire. Lafargue explique que libéré du travail contraint du système capitaliste, l'être humain paresseux produira, transformera la nature dont il est une partie et qui est d'une certaine façon une partie de lui-même, au-delà des simples besoins de sa survie. Là encore, on est dans une ruse de la raison hegelienne, même si pour Marx et Lafargue, ce n'est pas intentionnel. Là, les sociétés de classe, la nécessité dans les sociétés de classe pour certains de travailler plus qu'il n'est nécessaire pour simplement reproduire leur force de travail, nous a donné l'idée de tas d'activités dont nous n'aurions pas eu idée auparavant, mais qui peuvent nous sembler intéressantes et qui contribuent à notre humanité. Dès lors que nous serons libérés de la contrainte du système capitaliste, nous ferons par plaisir ce que nous faisons maintenant sous
la contrainte, et il y aura une création de richesse vraie qui ne dépendra plus du surtravail, qui sera simplement la libre activité des êtres humains. Et précisément, c'est là que j'en viens au début du texte, le système capitaliste permet en fait cette étape post-capitaliste, parce que dans les premières périodes du capitalisme, dans les sociétés pré-capitalistes, il fallait beaucoup d'argent il fallait, pardon, pas beaucoup d'argent, il fallait beaucoup d'activités humaines pour créer de la richesse, que ça soit de la richesse capitaliste ou que ça soit de la richesse vraie. Il fallait se tuer à la tâche pour produire des chefs-d'œuvre et l'on n'avait pas forcément envie de se tuer à la tâche. Toute richesse était une création dans laquelle le travail humain intervenait de manière fondamentale. Mais le capitalisme produit le développement de la grande industrie. Parce qu'un capitaliste qui trouve le moyen de faire fabriquer un produit plus rapidement par ceux qu'il emploie, dans une première période, tant qu'il est seul à utiliser ce moyen, tant qu'il est seul à utiliser cette machine, tant qu'il est seul à utiliser cette invention, va développer son capital plus rapidement que ses concurrents ne le font. Donc, une des conséquences du capitalisme, de la nécessité pour le capital de s'accroître, c'est le développement du machinisme, le développement de la grande industrie qui permet un peu comme un levier, qu'on me donne un point d'appui et je soulèverai la terre, propos prêtés à Archimède. La machine, c'est un peu le levier du travail humain, avec le développement de la grande industrie, avec le développement du machinisme, le travail humain gagne en productivité, une quantité de travail moindre permet de produire plus, et au fur et à mesure du développement de la grande industrie, au fur et à mesure du développement du machinisme, il faut de moins en moins de temps de travail et de quantité de travail, les deux étant en fait liés. Plus le temps de travail est important, plus la quantité de travail est importante, mais il y a aussi cette idée qu'avec les machines, peut-être le travail devient plus facile. Donc il y a la quantité à la fois sur la durée et sur l'investissement à un moment précis. Donc avec le développement du machinisme, le temps de travail nécessaire à la production et la quantité de travail nécessaire à la production deviennent de moins en moins importantes. Ce qui est de plus en plus important, c'est le facteur des machines. Elle dépend plutôt de l'état général de la science et du progrès technologique, application de cette science à la production.
là où il fallait beaucoup de travail humain pour produire quelque chose avant le mécanisme, il faut beaucoup moins de travail humain avec le machinisme, avec les machines, et ça, c'est quelque chose de tout à fait positif pour Marx. Euh, il y a bien sûr un problème qu'il ne voit pas, mais il est difficile de le voir au XIXe siècle, c'est que les machines consomment de l'énergie et que la consommation de l'énergie, quand elle devient trop importante, et nous sommes à une période où elle est devenue bien trop importante, finit par devenir dangereuse pour la vie humaine, pour la planète, enfin disons d'abord pour la planète et ensuite pour la vie humaine. Mais du coup, une fois que les humains auront disparu, la planète se portera très bien, merci. Et en tant qu'être humain, ce qui nous intéresse, c'est peut-être quand même plus les êtres humains que la planète. Donc Marx ne voyait pas, mais il me semble qu'en son temps, il avait raison de ne pas voir ce danger de la mécanisation en tant que consommation d'énergie qui, si on passe, comme c'est le cas maintenant, à une surconsommation, peut devenir dangereuse. Mais il ne le voyait pas non plus parce qu'en fait au XIXe siècle on était vraiment très loin de cette surconsommation et que il était quand même un peu trop optimiste. D'ailleurs, et je dis que ce texte est un texte optimiste puisqu'il semble considérer en fait ici, il ne fait même pas intervenir dans ce passage. Évidemment, c'est aussi en raison de l'isolation de l'isolation du passage par rapport au reste du texte. Il ne fait pas intervenir dans ce passage la nécessité d'un renversement du capitalisme par le prolétariat. Il considère que le capitalisme va s'effondrer de lui-même en raison de la contradiction qu'il pointe justement ici. Il n'y a même pas besoin d'intervention, j'allais dire extérieure, mais le prolétariat n'est pas extérieur. Il n'y a même pas besoin d'intervention consciente pour que le capitalisme s'effondre. Euh, Ai-je bien mis en évidence où était la contradiction? C'est que, non, je crois que ma question est rhétorique, je crois que je ne l'ai pas bien mis en évidence. Donc je continue. Je continue. Oui, la contradiction, c'est que donc le capital s'accroît grâce au travail humain. C'est le travail humain qui est le facteur principal du développement du capital. Le capitalisme fonctionne grâce au travail humain. En même temps, le développement du mécanisme du machinisme, de la grande industrie, rend le travail humain de moins en moins nécessaire. Donc là, on a vraiment une contradiction. À la fois, le travail humain permet la création de richesses, aussi bien de richesses vraies que de richesses capitalistes, mais de notre côté, pour la création de cette richesse, le capitalisme a besoin d'un développement du machinisme qui, à terme, quand une machine va se répandre, va au contraire rendre le travail humain moins nécessaire. Donc le capitalisme
produit ce qui sape ses bases. Alors il a des ressources, en accroissant les débouchés. Euh, c'est la colonisation, ce n'est pas simplement chercher de la main-d'œuvre, c'est aussi à partir d'un certain moment chercher de nouveaux marchés. Il peut créer de nouveaux marchés aussi en rendant commercialisable ce qui auparavant n'était pas perçu comme commercialisable. Et à nouveau, là, on peut avoir des effets qui sont, euh, qui sont des effets pervers du capitalisme. Je me souviens d'une publicité quand j'étais tout petit. En fait, c'était même, je crois, avant que je sois tout petit. Moulinex libère la femme. Moulinex libère la femme, c'est quand même cette idée que le capitalisme, pour trouver de nouveaux marchés, contribue finalement d'une manière certes tordue au féminisme, puisqu'il fait prendre conscience que le travail féminin, qui pendant un temps était un travail contraint mais invisible, c'était un travail enchanté comme l'était celui de l'esclave pour son maître quand le maître était un bon maître, comme l'était celui du serf pour son suzerain quand le suzerain était un bon suzerain. C'était aussi le cas du travail de la femme pour son mari. Il n'y avait pas conscience de la part de la femme parce que c'était masqué par les relations sociales. Il n'y avait pas conscience de son exploitation quand elle travaillait à domicile et quand elle travaillait sans instruments techniques. Le capitalisme se crée de nouveaux marchés en montrant aux femmes que si là vous travaillez et vous faites quelque chose de pénible, mais voilà, j'ai la solution, je vous libère, je vais vous rendre, je suis devant mon ordinateur, je regarde rapidement tout en parlant, même si je vais devoir faire une pause parce qu'il est midi et j'ai été beaucoup plus long que je ne le pensais. Je suis loin d'avoir dit tout ce que je voulais dire. Enfin, il me semble. Je pensais que je n'allais parler que pendant 1 heure et que pendant une deuxième heure, j'allais pouvoir un peu avancer mon cours. J'ai l'impression que je suis encore loin d'avancer mon cours. Enfin, on verra ça en deuxième heure. Mais donc, ce que je disais, c'est que le capitalisme fait apparaître, non pas parce qu'il est gentil, qu'il veut libérer la femme, mais parce il ouvre comme ça de nouveaux marchés. Il fait apparaître que la femme travaille et qu'il va lui rendre son travail plus facile en lui offrant un frigidaire, un atomixer, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres. Voilà, tout ça, on peut l'acheter alors que, bon, il y en a une partie qu'on pouvait acheter avant aussi, mais il y a des machines qu'on vend et qui libèrent entre guillemets la femme. La libère-t-elle vraiment? En fait, ça c'est une autre question. Peut-être qu'elle libère la femme, mais pour asservir l'être humain. Enfin, ça, ce sont les
conception des critiques de la technique, critique que n'était pas Marx. Il se situe à une époque où on est enthousiasmé pour les réalisations de la technique et il est peut-être enthousiasmé y compris par des réalisations qui ne sont pas si heureuses que ça. Est-ce que en fait, avec le travail qu'il faut pour fabriquer les outils techniques qui rendent plus facile le travail des femmes, mais qui devraient rendre plus facile le travail des êtres humains en général et pas simplement des femmes? Est-ce qu'en fait on ne se fatigue pas plus à produire les appareils ménagers qui après vont faciliter le travail? Est-ce qu'on ne se fatigue pas plus à gagner l'argent qui va permettre d'acheter et d'entretenir ces appareils ménagers? Est-ce qu'il ne serait pas préférable, dans un certain nombre de cas, de revenir à des modes de production plus artisanaux qui, dès lors qu'ils sont utilisés librement et sans être imposés de manière masquée à un genre plutôt qu'à un autre, pourraient devenir un plaisir qui était d'une certaine façon et qui peuvent être toujours d'une certaine façon un plaisir. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je me souviendrai à peu près où j'en suis quand je reprendrai après, parce que après, ce n'est pas tout de suite après le repas, mais c'est nettement plus tard dans l'après-midi. Donc la suite à un très prochain numéro. J'espère que je vais quand même pouvoir avancer un peu mon cours parce que ça devient dramatique. Je n'ai même pas encore commencé à aborder la période de la pensée de Marx où Marx n'est pas communiste. En tout cas, je sais que je n'aurai pas de mal à faire des cours de 3 heures par semaine sur Marx l'an prochain. Voilà, mais enfin la suite bientôt.